puisque selon votre note, la mise en œuvre de la stratégie européenne pour la région des Grands Lacs sera une priorité. La lutte contre l'impunité, le respect des droits humains, de l'état de droit, le renforcement de la bonne gouvernance, des processus démocratiques resteront, selon vous, en tout cas selon la note, des éléments clés du plaidoyer belge. Évidemment, nous partageons ces objectifs, nous les saluons, mais on aimerait quand même vous poser quelques questions. Alors, d'abord, quelle est la position de la Belgique sur le maintien de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu? L'état de siège est critiqué par la population, mais il continue, malgré un forum organisé par le gouvernement congolais au mois d'août, c'était les 14 et 16 août, qui avait conclu sur une recommandation très claire quant à la levée de cet état de siège. Et deuxièmement, l'annonce faite par le président Tshisekedi, c'était le 12 octobre, il y a un gros mois, d'un allègement progressif et graduel de l'état de siège instauré en 2021, mais encore sans effet. Donc, quel est votre point de vue là-dessus? Je rappelle que l'état de siège viole la Constitution du pays et par ailleurs le droit international. Alors, deuxièmement, vous signalez que la Belgique est attentive aux préparatifs des élections prévues fin d'année, le mois prochain, y compris à travers la mission d'observation électorale européenne. Et vous vous rappelez que la Belgique a plaidé pour le déploiement de cette mission et donc que sa mise en place est une bonne chose, dites-vous. Alors, là-dessus spécifiquement, je voudrais vous demander quelle est la position de la Belgique sur le déroulement des opérations électorales par la CNI. Si les élections font l'objet d'un glissement dans le calendrier, mais quelle serait éventuellement l'attitude de la Belgique, ou si les élections sont compromises au profit d'une transition politique quelconque, là aussi, quelle serait l'attitude de la Belgique? C'est un peu de politique fiction, mais ça permet quand même de tracer quelques lignes d'horizon. Ensuite, concernant la fin de la stabilité dans la région, la société civile des pays de la CIRGL, donc de la région des Grands Lacs, développe des synergies en faveur de la paix et du dialogue. La Belgique est-elle prête à soutenir la contribution des réseaux de la société civile dans une approche régionale pour une résolution durable des conflits, et quelle serait la contribution concrète de la Belgique dans ce cadre-là? Ensuite, que pense notre pays du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation qui est censé contribuer à la consolidation de la paix par l'absorption et la mise à la société civile des combattants des groupes armés? Là aussi, la Belgique est prête à contribuer à cette dynamique, et l'accord révisé sur la transition de la MONUSCO intègre-t-elle la question du PDDRCS? Quelle est ensuite la position de notre pays par rapport au phénomène des Walazendo, qui sont donc ces jeunes mobilisés comme dans des groupes d'autodéfense aux côtés, pour combattre le M23 en réalité. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette question-là? En ce qui concerne le cadre d'un dialogue étroit d'égal à égal avec les autorités congolaises, et en particulier avec le point focal congolais désigné, vous signalez l'année dernière que le SPF Affaires étrangères travaillait à la mise en œuvre de la loi reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial et déterminant un cadre juridique pour la restitution et le retour. Or, plus une seule référence n'était faite cette année à ce sujet, à ma connaissance, et donc j'aimerais savoir si cela est organisé de concert avec le SPF politique scientifique. Est-ce que l'accord de coopération est enfin conclu avec la RDC? Quel est le calendrier de mise en œuvre? Et comme vous le savez, il s'agit évidemment d'un pan très important du travail que nous avons mené
dans la commission passé coloniale. Alors, j'avais 2 questions supplémentaires. La première concernait le journaliste Stanis Tchemala, qui a donc été arrêté à Kinshasa le 14 septembre et qui est incarcéré à la prison centrale de Makala, suite à un article qu'il a signé, enfin, en tout cas qui a été publié par Jeune Afrique, accusant les services de renseignement congolais d'avoir joué un rôle dans l'assassinat d'un opposant au président Tshisekedi. Alors, cet article, précisément, n'est pas signé par M. Tchemala, mais celui-ci est accusé, je cite, de propagation de faux bruits et de diffusion de fausses informations. Et s'il est reconnu coupable de ce chef d'inculpation, alors il risque d'abord de purger de la prison et de lourdes amendes. Et par le passé, le journaliste avait déjà été menacé de poursuite par des membres du gouvernement suite à ses prises de position. Et donc cette détention arbitraire nous montre à quel point il reste difficile d'exercer la fonction de journaliste en RDC. Ça reste un métier très, très précaire. Et Human Rights Watch en RDC et Reporters sans frontières ont condamné d'ailleurs, et je les cite, cette énième atteinte à la liberté de la presse en RDC et demandent la libération immédiate de Stanis Tchemala. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire si vous partagez ces inquiétudes par rapport à l'état de la liberté de la presse en RDC? Est-ce que vous avez déjà pu évoquer le sujet avec votre homologue congolais? Et si oui, vous êtes-vous éventuellement positionné par rapport à une libération immédiate ou à tout le moins rapide de Stanis Tchemala? À la vue de ces éléments, est-ce que la Belgique s'engage pour accompagner la RDC dans la tenue d'élections démocratiques et libres? Mais ça renvoie aux questions que je vous ai déjà posées précédemment. Et puis alors, ma deuxième question concernant le Congo concerne la situation dans l'Est liée au groupe armé des ADF, et je vous propose de renvoyer à la question telle qu'elle avait été écrite.